Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci d'être fidèles à Sport en France et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. J'aime bien les rendez-vous, j'aime bien les traditions. Eh bien, chaque année, nous évoquons ensemble les micros d'or. Alors, vous connaissez maintenant les micros d'or. Il s'agit en fait, les Oscars en quelque sorte, les Césars des journalistes sportifs, créés par mon ami Jean-Marc Michel, qui est avec nous évidemment aujourd'hui. Créé il y a longtemps, puisque ce sera la 38e. Non, mais j'y crois pas. Vous ne les faites pas du tout, hein? Parole de scout, c'est la 38e. 38e cérémonie des micros d'or qui s'annonce. Et avec nous pour en parler, Jean-Marc Michel, donc je viens de vous présenter, le président d'honneur de l'Union des journalistes sportifs de France. Yves Pélissier est avec nous également, président de la MAIF. Merci d'être à nos côtés. Et puis Rémi Counil, directeur de l'Office du tourisme de la Plagne, est avec nous. Évidemment, vous l'aurez deviné, parce que c'est la Plagne qui, cette année, va recevoir cet immense événement. C'est un immense événement. D'abord, je ne connais pas beaucoup d'événements qui ont 38 éditions, aussi régulières, aussi prestigieuses. Et puis, en plus, c'est vraiment un rendez-vous où la qualité, vous allez le voir d'ailleurs dans les extraits qu'on va vous proposer dans cette émission, est toujours au rendez-vous. Avec beaucoup de plaisir également, dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai Arnaud Romera, notre confrère de France Télévisions, qui truste un peu les... Hein, il en a eu quelques-uns déjà, 3 au moins. Oui, à peu près. Oui, il nous dira ça tout à l'heure. Et là, il a encore un sujet en compétition, on en parlera, notamment en évoquant l'écologie, qui est de plus en plus présente dans nos vies, évidemment, mais également dans ce type de compétition. Alors Jean-Marc, je commence avec vous. Depuis 1987, donc vous récompensez les meilleurs reportages audiovisuels de l'année. Il y a eu des évolutions, évidemment. On a intégré les nouveaux médias, on a intégré la radio. Enfin bref, vous avez fait plein, vous êtes toujours adapté. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cette cérémonie des micros d'or a autant de succès. Je vais d'ailleurs tout de suite préciser, vous pouvez noter sur votre agenda que cette cérémonie aura lieu le samedi 14 décembre. Ben, c'est bientôt là, hein, c'est dans moins de 2 semaines. Le 14 décembre, en direct sur Sport en France. Ce sera aux alentours de 20h. Donc vous réservez votre soirée, vous allez voir tous les plus grands champions, les plus grands journalistes seront présents sous la présidence de Mélina Robert-Michon, il faut le dire, présidente du jury cette année, qui était porte-drapeau des Jeux Olympiques il y a quelques semaines. Alors Jean-Marc, le gros changement cette année, c'est que vous partez, vous vous installez du côté de la Plagne. On en parlera dans quelques instants avec Rémi Counil. Alors pourquoi ce changement? En ce moment, vous êtes assez bougeon, on va dire. Hein, vous étiez très longtemps au même endroit et là, bing, bam, boum, Chamonix, la Plagne, Morzine et cette fois-ci la Plagne. Donc expliquez-moi. Patrick, notre partenaire historique et privilégié, c'est le Comité national olympique et sportif français. Donc, l'année dernière, nous étions à Chamonix, c'était une promesse que j'avais faite à M. Fournier, le maire, parce que c'était le centenaire des JO de 1924 à Chamonix. Bien sûr. Et là, cette année, on part sur un autre cycle, 2030. Hein, David Lapartien a annoncé chez nous l'année dernière que la France serait site olympique. Et comment trouver une meilleure chute qu'à la Plagne, qui a été aux Jeux d'Albertville site olympique, et qui le sera évidemment, et qui le sera en 2030 grâce à la piste de bobsleigh, la seule en France. Et si je ne me trompe pas, Rémi nous dira ça tout à l'heure, il n'y aura plus de construction de site avec une piste de bobsleigh après Cortina, si mes renseignements sont exacts. Ça devrait être ça. En tout cas, on a la chance d'en avoir une fonctionnelle à la Plagne pour accueillir les JO. Alors, vous avez la parole. Vous allez la garder, Rémi Counil. Comment on fait? En candidate, c'est comme pour le Tour de France, là, comment se nouent les relations? Station Tour de France, dernière étape de montagne. En plus, en 2025. Alors là, cette année, c'est... Beaucoup de choses à la Plagne, effectivement. On accueille une arrivée d'étape du Tour de France sur le mois de juillet. On sera station haute donc pour les JO de 2030. Donc il n'y a pas de candidature de station, en tout cas à notre niveau. On avait la chance, depuis l'héritage de 1992, d'avoir la piste de bob, luge et skeleton, qui avait été construite pour les JO de 92. Cette piste, on a eu aussi la chance et l'opportunité en fait, de la faire vivre depuis 1992, avec des descentes sportives, avec l'organisation de Coupe du Monde régulièrement, et puis avec des descentes
commerciale ouverte au grand public en fait pendant tout l'hiver. Donc le schéma en fait économique de la piste a perduré jusqu'à présent. Donc cette piste, elle est fonctionnelle en l'état. Elle accueille, d'ailleurs, au moment où je vous parle... On voit d'ailleurs des images assez impressionnantes qui permettent, vous l'avez bien dit, hein, on peut aller descendre la piste en privé. Hein, on peut prendre son ticket. Voilà. Et c'est une attraction, pratiquement. Hein. Des gens comme vous et moi, comme la clientèle de la station, peuvent accéder justement au bob avec différents types d'engins. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Et puis, il y a la possibilité de descendre, comme on le voit là sur les images. Donc ça, c'est un engin un peu rapide. Hein. Avec un pilote professionnel de bob et se retrouver donc dans un vrai bob de course. Donc ça, c'est accessible au grand public. Est-ce que vous allez organiser, tiens, une question en parenthèse, est-ce que vous allez organiser quelques démonstrations pendant la remise des prix? Est-ce que les journalistes, les sportifs présents vont pouvoir aller faire un petit test? Ça fait partie des activités effectivement à découvrir, hein, puisque le bob, il y aura de la raquette, du chien de traîneau et tout un tas d'activités qu'on peut retrouver sur la station. Il y aura évidemment du bob. Voilà, au plaisir de vous le faire découvrir. Très bien. Alors, pour les Jeux Olympiques, donc, qu'est-ce qu'il y aura comme compétition à la Plagne? Le bob simplement? Le bob, alors il faut savoir que dans le bob, il y a plusieurs disciplines. Bob à 2, bob à 4, bob à 2 masculin, féminin, la luge, luge simple, luge double, masculin, féminin, et le skeleton aussi, masculin, féminin. Donc quand on additionne en fait toutes ces épreuves, féminin, masculin, les différents engins que j'ai pu citer, il y aura un certain nombre de journées. Alors on n'a pas encore le calendrier. En tout cas, voilà, il y aura un programme intense sur la piste de bob durant les JO. 38 ans après les Jeux d'Albertville 92, vous avez déjà pu montrer tout votre savoir-faire. Alors j'enchaîne sur le savoir-faire justement. Les micros d'or, le volume de gens à héberger, pour avoir une idée de la taille de l'événement? Sur cette année, 350. 350. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur, je pense, hein, parce que vous avez l'habitude, Rémi, d'organiser et de recevoir des gros événements à la Plagne. Vous aviez d'ailleurs été organisateur des Étoiles du Sport pendant de nombreuses années. De nombreuses années, oui. On a eu la chance d'accueillir ce très bel événement qui est porteur des valeurs sportives qu'on partage évidemment avec aussi bien les micros d'or que les étoiles du sport. Pour différentes raisons, aujourd'hui on ne les a plus. On a la chance de pouvoir accueillir les micros d'or, de rester justement dans ce mouvement sportif et mettre en avant ces valeurs qui nous sont chères. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est quelque chose de naturel pour la Plagne aujourd'hui de se positionner et d'accompagner ces initiatives qui mettent en avant le sport, et pas que le ski finalement, mais le sport dans toutes ses Alors composantes. justement, on va faire une petite parenthèse pour parler des us et coutumes maintenant des utilisateurs des stations, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a vraiment un basculement, comme on le lit parfois, entre ce ski de piste qui était vraiment le ski de notre enfance, où on faisait que ça, à la limite on n'avait pas le choix, hein, le tire-fesse, le télésiège ou les œufs. Aujourd'hui, il y a vraiment une diversité d'offres des stations que la Plagne doit évidemment offrir. C'est ça, il y a quelques années, on se définissait comme une station de ski. Aujourd'hui, on est une destination touristique. On vient vivre des expériences, on vient vivre un séjour à la montagne avant tout. Le ski est une des composantes, la composante majeure de ce séjour, mais pas la seule et unique composante. On parle de bob, on parle de chien de traîneau, on parle de raquette, on parle de contemplation tout simplement, parce que le plaisir de faire des virages en ski, finalement, pour certains, est même moindre que le plaisir d'en prendre plein les yeux quand on arrive au sommet de la remontée mécanique et qu'on voit la chaîne des Alpes en face de nous. Donc voilà, aujourd'hui, on vient vivre une expérience en fait en station. Le ski reste prépondérant, c'est une évidence, mais la multitude d'offres d'activités, de possibilités qu'offre la montagne avec une influence de l'écologie qui fait que faire bêtement, du ski en utilisant de l'énergie, en montant, en descendant, on a peut-être pris une vision un petit peu plus large des activités de montagne. Une vision plus large, et d'autant plus quand on vient en montagne, on est un amoureux de l'environnement et des grands espaces. Donc aujourd'hui, qui de mieux que la montagne peut accentuer cette sensibilité justement sur l'environnement. On a la chance d'exister parce qu'on a des paysages magnifiques de montagne, et ces paysages, il faut qu'on soit capable de les préserver, effectivement. Alors Jean-Marc, avant d'évoquer avec Yves Pellissier donc, le côté justement environnemental qui est mis en avant dans les micros d'or 2024, plus que jamais, parlons un peu de la marraine, de la présidente du jury, Mélina Robert-Michon. Pour tout vous dire, elle s'entraîne à l'INSEP.
Parce qu'on voit toujours ce qui se passe quand il y a les médailles. Et on va rappeler quand même que Mélina est notre vice-championne olympique du disque à Rio en 2016, qu'elle était porte-drapeau des Jeux 2024. C'est vraiment une fierté pour vous, je pense, de compter Mélina parmi vous. Je voudrais juste te dire, pour être tout à fait transparent, que Mélina n'a pas pu être présente dans cette émission parce qu'elle s'entraîne, parce qu'elle est à l'INSEP. Et que ça rigole pas, quoi. C'est vrai que moi j'y pensais souvent du temps des grands exploits de Marie-Jo, par exemple. Les gens voyaient toujours Marie-Jo facile, le 400, mais il fallait savoir aussi les soirées, les matinées très tôt sur le stade, quand il pleut, comme aujourd'hui à Paris. Un coucou à Mélina, donc avec ce grand courage et cette préparation qui lui permet de rester au meilleur niveau. Alors, vous m'avez dit un petit secret tout à l'heure, c'est qu'un président du jury dans les Micros d'Or a généralement été membre du jury. Vous aimez bien cette expérience? Oui, parce que c'est quand même un extraordinaire moment pour les athlètes. J'ai fait la bascule lorsqu'on a créé la Semaine du sport olympique français. Il s'avère que sur tous les sujets que nous recevons, le comité de sélection, sur les nommés, pratiquement tout le monde peut gagner le Micro d'Or. Et donc, à l'époque où Henri Serrandour, revenant de Barcelone, ça donne des souvenirs, ça, n'est-ce pas, Patrick? Et le président du CNOSF de l'époque m'a dit, Jean-Marc, j'ai un gros souci, une médaille olympique n'a pas la même valeur en fonction de la discipline pratiquée. Et c'est pour la raison pour laquelle on avait décidé, au travers de la Semaine du sport olympique, au lieu d'avoir un jury de professionnels, il l'est dans le comité de sélection, mais pour le palmarès final, ce sont les athlètes qui décident de ça. Et en plus de ça, j'ai gardé la Semaine du sport olympique français, a disparu pour laisser la place au Club France pendant les JO, mais j'ai toujours conservé cet esprit-là, et à la Plagne, comme précédemment, il y aura les paras qui seront en vedette. J'ai pris les frères Portal, Antonin Caïta, toujours les Paralympiques sont ça. Qui plus est cette année, par rapport aux projecteurs que France Télévisions a voulu donner, que la France a voulu donner sur les épreuves paralympiques. Donc ils seront omniprésents à la Plagne. Et puis des athlètes qui souvent ont un symbole en eux. Marina, elle a fait plusieurs jeux et en confidence, il n'est pas impossible qu'elle soit à Los Angeles. C'est peut-être pour ça qu'elle s'entraîne. C'est peut-être pour ça qu'elle s'entraîne aujourd'hui. Évidemment. Mais elle n'a pas arrêté. Après les Jeux, elle a continué à s'entraîner constamment. Et moi, pour la bloquer pour les Micros d'Or, je vais vous faire une confidence, je l'ai appelée, par le biais de Caroline Angelini, je l'ai appelée au mois de mai, avant les Jeux. Elle n'était pas encore porte-drapeau. Bien joué, bien vu. Alors, on parle justement de la sensibilité de votre présidente, de Mélina, cette année. Sa sensibilité, on la connaît puisqu'elle fait partie des capitaines Sport Planète à la Maïf. Alors, merci de m'expliquer, avant d'en venir à ce qui va se passer au Micro d'Or par rapport à l'environnement, ce que signifie cette opération. C'est vraiment un choix de la Maïf. On sait que chaque entreprise a une identité et veut porter fort une identité. Vous avez choisi de réunir des capitaines Sport Planète. Expliquez-moi. Alors peut-être juste deux mots pour revenir sur la démarche de la Maïf qui est maintenant ancrée dans l'histoire du sport. La Maïf, c'est simplement une start-up de 90 ans qui est une entreprise engagée dans la société. Elle fait de l'assurance, mais donc c'est son levier, les moyens qu'elle se donne pour être vraiment une entreprise politique, au sens faire du lien dans la société. Et donc on a choisi de le faire au travers du sport et on a réaffirmé cette position au travers du sport à partir de 2016, où on a accompagné donc, toute la trajectoire de Paris 2024 à Rio, aux Jeux des Rio, et donc où on a vu là aussi donc, une Maïf assurer des fédérations olympiques. Donc c'est le premier niveau d'accompagnement, donc vraiment, et je parle d'accompagnement parce que nous ne sommes pas qu'un assureur, nous sommes vraiment un partenaire de ces fédérations, avec une ambition qui était très forte et aujourd'hui qui était un peu mal comprise au début peut-être par ces fédérations. Aujourd'hui cet angle-là est même recherché, cette dimension donc d'utiliser le sport
et j'utilise ce terme-là, bien utiliser le sport comme un vecteur permettant donc de déployer une vision de la société respectueuse de la planète. D'où la démarche Sport Planète, maintenant, qui a vraiment été formalisée dans les années 2019. Et aujourd'hui, donc, on a tiré ce fil-là avec l'ensemble des fédérations. Sport Planète est devenu un mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui un commun. Beaucoup peuvent s'en saisir et on aimerait bien qu'un maximum de personnes s'en saisissent pour pouvoir, au travers du sport, au travers de la pratique sportive, avoir l'ambition de promouvoir des valeurs. Alors les valeurs du sport, c'est une chose. Vous avez une bonne comment dire, des bons interlocuteurs avec le sport. On l'a remarqué avec Jean-Marc d'ailleurs à l'occasion des micros d'Orvot, c'est que cette dimension de l'environnement est très très ancrée chez les sportifs, que ce soit des sportifs qui sont dans des milieux aquatiques, des milieux montagnes, etc., ou à la voile. Ils ont tous, quasiment tous, cette démarche et cette sensibilité qui est d'ailleurs de leur âge, j'allais dire. Hein, on le remarque très très fort. Donc vous avez bien choisi votre créneau. Et je pense qu'en 2016, quand vous avez eu l'idée de lancer ça, la médaille d'argent de Mélina a dû vous teinter aussi aux oreilles, puisqu'elle s'est retrouvée. Alors, qu'est-ce que c'est être capitaine de Sport Planète à la Maïf ? Alors en fait, Sport Planète, ce mouvement, comme je l'ai dit, utilise plusieurs leviers pour pouvoir faire avancer au sein de l'écosystème sportif, donc cette vision-là. Et donc on a souhaité, là, depuis maintenant quelques années, au travers donc, de quelques personnes reconnues dans le monde sportif, donc se servir, utiliser leur engagement personnel, mais les fédérer au sein d'une petite équipe, donc avec des capitaines Sport Planète, dont Mélina fait partie. C'est elle, effectivement, qui est un peu la chef de file de cette petite équipe cette année, qui a fait déjà deux choses remarquables. Hein. Elles nous ont permis donc d'avoir un gros spot de communication autour d'une plantation d'arbres au niveau du golfe de Paris. C'était important pour nous. Et ensuite donc, une cordée Sport Planète à Chamonix, avec une cordée qui a d'ailleurs été retransmise pour partie dans Stade 2 sur France Télévisions, où on a vu effectivement des sportifs être complètement embarqués dans non seulement une belle aventure sportive, mais aussi en prise directe avec des effets du dérèglement climatique, hein, puisqu'ils sont arrivés à un moment à Chamonix où il pleuvait pratiquement au sommet du Mont Blanc, et on voit, et ça les a marqués. Et d'ailleurs, Patrick, si vous me permettez, l'an dernier, nous avons créé avec la Maïf une rando à Chamonix, qui est parti vers la mer de glace. Je me souviens très bien de ce projet. Et on a refusé du monde. Et ça, c'était ouvert à tous nos participants, sportifs ou pas, avec un glaciologue qui a expliqué les effets du réchauffement climatique. Et alors, vous vous doutez qu'à la mer de glace, c'est spectaculaire, parce que chaque fois, on rajoute des escaliers. Mais après, moi, je voudrais appuyer sur notre partenaire pour une raison bien simple. C'est que la Maïf est partie dans les années 90 sur l'aviron, l'UNSS. Désormais, il y a le basket qui y est associé, l'athlétisme et le volley. Vous avez peu de partenaires qui sont si proches d'autant de fédérations. Alors, et je pense que ce n'est pas fini. Je disais que les sportifs étaient des bons clients, mais pour cette défense de l'environnement, est-ce la même chose finalement chez les journalistes ? C'est plus compliqué. L'année dernière, on avait pas mal de sujets sur le véritable souci écolo dans des clubs sportifs, dans des clubs de foot en Angleterre. C'est moins vrai en France. Le vainqueur l'an dernier, c'était Yann Ovin de TF1, qui justement a fait une randonnée avec des spécialistes au départ de la mer de glace et dans tout la montagne chamoniarde. Et le reportage était magnifique. Et il a décroché le micro d'or en toute logique. Mais alors cette année, on a des démarches un petit peu différentes. Ça va être un apnéiste qui va plonger tout nu dans des lacs glacés, en Norvège, en France, tout ça pour démontrer qu'il n'y aura pas le côté humain qui va salir le lac. Et
il y a chaque année un petit peu des orientations différentes. Alors on a choisi, nous en tout cas, dans cette présentation des micros d'or, d'insister là-dessus, puisque dans la deuxième partie de cette émission, c'est la sélection Sport Planète, donc 2024, et Digital aussi, qui seront mis en avant. Qu'est-ce que vous attendez, la Plagne? J'aimerais savoir, évidemment c'est un partenariat, on parle de la Plagne, vous venez avec votre très jolie veste et vous portez vos couleurs, et c'est très bien. Quelle est la démarche? Moi, j'aimerais comprendre. C'est de proposer une animation à un moment où la saison démarre, de montrer qu'il y a de la neige. Est-ce qu'il y en aura d'abord? Il y en aura de la neige, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'on était en capacité aussi de faire une ouverture anticipée, donc ce samedi, dimanche 7 et 8 décembre, avant l'ouverture officielle. Dès ce week-end-là, ouverture anticipée, voilà. Parce qu'il y a de la neige. Donc, tout à fait, exactement. Donc, de la neige, on en a. La Plagne, on a 70% du domaine skiable au-delà de 2000 mètres d'altitude. Donc, on n'a pas forcément d'inquiétude sur la neige et on peut dire qu'il y en aura durant tout l'hiver. Vous parliez de partenariat, d'animation. Je pense que ça va au-delà. Il y a une dynamique aujourd'hui sur la station de la Plagne qui tend à dire, c'est un peu les propos que j'avais tout à l'heure, de sortir de l'image du tout ski. Aujourd'hui, on a de la chance d'être sur des destinations qui sont en altitude, au-delà de 2000 mètres d'altitude. Quoi de mieux pour la santé, pour l'oxygénation, pour l'entraînement, la performance sportive. Donc c'est aussi des choses qu'on développe aussi l'été avec des camps d'entraînement sur le foot, sur le rugby, sur le vélo et tout type d'activités. Qu'est-ce qu'on voit là? Expliquez-moi. Là, on voit une tyrolienne. Donc, tyrolienne qui est basée entre le site de Plagnem 2000, où seront accueillis les micros d'or, et le site de Plaine Centre. Donc, ça permet de franchir un gap, toute cette vallée en tyrolienne. Donc, ça fera évidemment partie des activités que vous pourrez tester lors des micros d'or. On voit actuellement la piste de bob de la Plagne, j'en parlais tout à l'heure, qui sera évidemment site olympique en 2030. Donc pour continuer mes propos, en fait, la Plagne, je pense que c'est ces valeurs sportives en fait, voilà, sur lesquelles on s'assoit. C'est aussi le trail, c'est le sport santé au-delà du sport professionnel. Et quelque part, c'est naturel pour nous de pouvoir avancer justement avec ce type d'initiatives qui sont là pour promouvoir le journalisme sportif. Oui, mais on parlait d'environnement juste avant, de sensibilisation. C'est des valeurs en fait desquelles on est proche et qu'on a envie de partager avec un maximum de monde. L'activité des stations, je vous tiens comme témoin global des stations et pas seulement pour la Plagne, ça s'équilibre davantage qu'auparavant, été-hiver, ou ça reste du même niveau? On a une fréquentation beaucoup plus importante l'hiver, il ne faut pas se le cacher. C'est vrai que le ski reste l'activité d'attraction majeure en fait, de nos destinations. Maintenant, l'été se développe. L'été se développe d'année en année. On a vu le boom, un petit peu de développement après les années Covid. Et depuis, on franchit une petite marche chaque année au niveau de l'été. Alors, on n'est encore pas sur les volumes de fréquentation qu'on connaît l'hiver. En revanche, on se rend compte que voilà, la montagne, c'est aussi une destination qui est sympa parce qu'il y a des cours d'eau, il y a des alpages, il y a des forêts. On peut facilement aussi voir monter en altitude, voir des paysages très sympas et surtout, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que le sportif qui veut faire une longue randonnée, se taper un petit peu dedans dans le cardio, il peut y aller. Et puis, le non-sportif contemplatif peut aussi prendre une remontée finalement et avoir accès à ces mêmes paysages que celui qui a à aller chercher en Ça fait 2 fois que vous employez le mot contemplatif et ça me plaît bien parce que c'est vrai que c'est aussi, on oublie parfois, je veux dire, c'était parfois un peu le défaut du ski de piste. Vous êtes dans des endroits magnifiques, vous regardez vos chaussures et vos bâtons, c'est peut-être le temps d'écarter un peu, d'ouvrir tout ça. Alors, avant de fermer cette première partie, et nous intéresserons ensuite à la partie digitale, mais également environnement, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi, Jean-Marc Michel, il n'y a plus de prix réservés aux étudiants cette année. C'est pour une bonne raison. C'est une bonne raison, c'est pour être en phase avec le calendrier des écoles de journalisme. Parce qu'il existe désormais les micros d'or d'été. Voilà. Les micros d'or d'été, plutôt... C'était ma liaison entre été et hiver. Vous voyez, voilà. Même les micros d'or se sont mis à cet équilibre. Ben oui, parce que les écoles de journalisme lâchent leur master ou leurs étudiants au mois de mai. Et donc, on a fait un palmarès. La première édition a eu lieu à Mandelieu-la-Napoule en juin dernier. Très belle édition. Elle sera renouvelée avec les responsables de chaînes, de médias. Et où je suis assez fier, Patrick, c'est que sur les 9 nommés
des écoles de journalisme. Nous avons eu 4 CDD et 2 CDI à la sortie de l'opération. Ben pour avoir assisté, je vais quand même faire le témoin là, hein, je vais lâcher mon petit rôle d'animateur et d'ouvreur de porte. J'ai assisté à cette première édition et c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment l'un des mots les plus beaux de notre langue française, la transmission. Et c'est vrai que les grands patrons de presse que nous avons été ou qui rencontrent ces jeunes, qui montrent leur talent, ça donne des échanges d'une richesse incroyable. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette initiative parce que ça a vraiment du sens, ce qui nous manque parfois aujourd'hui. Les 2, 3 et 4 juin prochains. À Mandelieu. Même site. Eh bien, je serai là. Je sais que vous allez m'inviter, donc je vous dis déjà que je serai là. Parce que c'est un bonheur de rencontrer ces jeunes et de leur faire partager modestement notre expérience, de leur donner peut-être même quelques conseils et surtout de leur ouvrir des portes, ce qui a été le cas. Et vraiment, c'est une très bonne nouvelle que vous nous annoncez là, avec ces lauréats qui ont trouvé du boulot. Merci en tout cas, on va clore cette première partie. Dans la deuxième partie, alors on va vous présenter la sélection Sport Planète. Il y aura beaucoup d'images, on va montrer des extraits des reportages qui ont été présélectionnés. Et puis on va s'intéresser aussi à la catégorie digitale en recevant un de nos amis et confrères, Arnaud Romera, qui sera à nos côtés dans quelques instants. À tout de suite. C'est la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au très beau micro d'or. La cérémonie, vous notez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe, c'est la 38e édition, vous vous rendez compte, le 14 décembre. Donc samedi, là, dans une dizaine de jours, ce sera diffusé en direct sur Sport en France, votre chaîne préférée, et aussi sur le réseau Internet de France Télévisions. Donc une belle association pour donner un bel écho à cette émission et cette cérémonie des micros d'or. Oui, si je peux ajouter, tu peux ajouter. De la cérémonie, nous rendrons un hommage particulier à Didier Roustan. À Didier Roustan. Pourquoi? Parce que ça a été le premier récipiendaire, c'est lui qui a reçu le premier micro d'or magazine. Eh bien, ce sera une belle occasion, Didier, qu'on a eu dans notre équipe à France Télévisions, pas très longtemps. Hein. C'était un personnage, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un talent énorme et une personnalité assez particulière. C'était très agréable d'être son confrère. Parfois plus difficile d'être son patron que j'étais, mais c'est aussi ce qui fait là. Voilà, vous en souriez, vous riez, et c'est ça qu'on aimait chez Didier. C'est que c'était un peu un... Bon, il n'était pas facile à canaliser, on va dire, parce qu'il avait ce talent brut énorme. Oui, mais moi je l'ai connu en culotte courte, poussin à la Escane. Oh là 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 là, qu'il adorait. Cadet junior. Bon voilà, hommage à Didier Roustan, et on parlera également de Jean Mamère tout à l'heure. Ça fait bien plus longtemps qu'il nous a quittés, Jean, mais il nous manque beaucoup. Allez, on en revient à cette deuxième partie. On parlera de la catégorie digitale tout à l'heure. C'est pour ça que notre ami Arnaud Romera nous a rejoints. On parlera notamment de ce formidable documentaire sur Alain Vastine, le papa d'Alexis Vastine, donc disparu en Argentine, on se souvient, dans cet accident où on a perdu également Florence Artaud et puis Camille Muffat. C'était vraiment un grand drame aussi du sport. Quelques semaines après avoir été la présidente du jury des micros d'or. Décidément, on a commencé par une rubrique nécrologique, mais très très touchante, hein, puisque ce sont des gens qui nous manquent beaucoup. Alors, avant de parler donc de ce reportage sur Alain Vastine, le papa d'Alexis Vastine, qui se reconstruit, on le verra dans quelques instants avec Arnaud. On va parler de ce prix Sport Planète qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure, notamment en présence d'Yves Pélissier, le président de la Maïf, très, très concerné par ce Sport Planète. Ce que je vous propose, c'est que la télé, c'est avant tout de l'image. Donc, c'est de se faire plaisir avec des images. Il y a 4 renommés pour ce prix Sport Planète. On va regarder les extraits. On va commencer avec Louise Gerbert de France Télévisions qui nous propose Mathis Dumas, les coulisses de l'Everest. On en parle juste après. En montagne, on fait que ce qu'on peut et tu fais pas ce que tu veux parce que c'est elle qui te dicte les règles. Bonjour à tous, c'est Mathis Dumas et je vais vous raconter comment on a gravi l'Everest avec Inoxtag. Assez rapidement, on a été mis en contact, il m'a tout de suite appelé au téléphone et il m'a dit « Ouais, toi t'es guide de haute montagne, moi j'ai pour projet de faire l'Everest, si ça t'intéresse, je te prends un billet et on se voit à Paris. » En fait, ce qui m'intéresse, c'est toute la démarche de comment je peux faire l'Everest
Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, écoute, si ton projet, c'est juste de faire l'Everest, uniquement l'Everest, t'as pas besoin de moi. Je te mets en contact avec une agence au Népal, tu t'entraînes à Paris et dans 1 an, tu fais ton Everest. Par contre, si la démarche, c'est plutôt de découvrir la montagne sous tous ses aspects et d'avoir une vraie progression et physique et technique pour être en sécurité sur l'Everest, alors dans ce cas-là, on peut faire des choses ensemble. Donc, on s'est rencontrés, nous, au mois d'avril 2023 et on a fait l'Everest, là, en mai 2024. Voilà, ceci juste pour vous donner envie, mais dans le reportage, il y a évidemment de nombreuses images de l'Everest que Mathis Dumas donc, a gravi avec Inoxtag. Alors, ce n'est pas trop ma culture, mais c'est un YouTuber de grande renommée. Voilà. Les reportages, déjà, sont visibles sur le site des Micros d'Or. Ah, ça, c'est important. Le site qui est Micros d'Or. Micros d'Or. Voilà, et tous les reportages nommés sont sur le site. Vous avez Micros d'Or, dans votre moteur de recherche, vous trouvez le site et vous voyez déjà tous les reportages. Deuxième reportage en lice pour ce prix, le prix Sport Planète. Nous allons maintenant nous intéresser, grâce à encore France Télévisions, Axel Bernet, qui s'intéresse à Arthur Guérin. Arthur Guérin, recordman du monde de plongée sous la glace. Impressionnant. Putain. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en slip sous la glace pour nager en apnée. Et puis là, en plus de ça, c'était une tentative de record. Donc forcément, on va là où personne n'a jamais été. C'était le sentiment d'être un peu pionnier en terre inconnue. Et c'est vrai que faire quelque chose que personne n'a jamais fait, c'est toujours assez gratifiant. My friend, white card! Congratulations! Alors Dieu sait qu'il y a des exploits qui nous impressionnent, mais alors ça me laisse pantois. Il y a une culture à France Télévisions de l'environnement, dites-moi. Vous avez 3 nommés sur 4. Culture de l'environnement, culture de raconter des histoires aussi. Vous avez insufflé à l'époque, Patrick, quand vous étiez directeur des sports, vous expliquiez que le sport, c'est pas que de la performance. Le sport, c'est avant tout des émotions, des histoires, des personnages, des personnalités. Et raconter ces histoires, c'est dans l'ADN de notre métier de journaliste et c'est ce que vous mettez très bien en valeur à travers les Micros d'Or. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie appétence à aller vers les sujets qui ont du sens, avec l'éco-responsabilité et de plus en plus de sujets qui se tournent vers la nature. Eh bien, on continue. Cette catégorie Sport Planète, vous voyez, ça vous emmène dans des sites extraordinaires. L'Everest, même si on l'a conquis il y a longtemps, Marc Battard détient toujours le record de vitesse, mais on découvre des sites et qu'il faut protéger. Et en principe, les champions qui y vont ou les personnages qui y vont, eh bien, ils prennent toutes les précautions pour que le site reste tout aussi propre et aussi beau après qu'avant. Même le Tour de France maintenant, même le Tour de France a des équipes pour ramasser justement tout ce qui peut rester au bord de la route. Alors cette culture France Télévisions, c'est encore l'occasion de faire un clin d'œil à Didier Roustan, parce que c'est la culture de l'humain, et c'est vrai que plutôt que d'enchaîner les résumés de foot avec des buts, Didier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui avait proposé de nous rejoindre, Didier nous proposait donc ce regard différent qu'il a fait avec des choses qui sont restées dans l'histoire du journalisme sportif, comme ses reportages avec Maradona notamment ou Cantona. Et c'est vrai que raconter des histoires, rencontrer, découvrir, c'est dans l'ADN du journalisme. Et merci au Micros d'Or de le mettre en avant aussi bien. Alors, cette fois-ci, on parle de Mathieu Boisseau, encore France Télévisions, 3e nommé sur 4. Mathieu Boisseau, Julien Pelletier et Julien Cordier ont été les seuls au monde à suivre la traversée du Belém. Vous savez, le Belém était parti d'Olympie pour ramener la flamme olympique à Marseille. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce jour-là qu'on a compris ce qui allait se passer en France pour ces Jeux Olympiques, puisque jusque-là, seuls les grognons avaient pris la parole. On entendait tout un tas de critiques infondées. Et quand la flamme est arrivée à Marseille, là, on s'est dit, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oui, et puis, ça commence là. Ouais, ça commence. Nous, le comité de sélection l'a retenu parce que la bonne idée du comité olympique, c'est d'avoir mis un groupe de jeunes qui, pour eux, ça a été une expérience tout à fait extraordinaire. Et d'avoir pensé, d'avoir mis en pratique cette expérience-là pour eux, mais c'est l'expérience de leur vie. Eh bien, on envoie un extrait, justement, un tout petit extrait que vous découvrez davantage sur le site, on l'a dit, des Micros d'Or. Le Belém avait navigué jusque-là sur une Méditerranée apaisée.
Grand soleil, décor paradisiaque. Le canal de Corinthe, en Grèce. L'escorte de la marine italienne dans le détroit de Messine. Et le buffet du commandant mercredi face au Stromboli. C'est histoire qu'on passe un bon moment tous ensemble, et puis un peu en dehors. Et puis ben voilà, hein, la vue du restaurant est pas trop mal. Le volcan est l'un des plus actifs d'Europe. Au moment du dessert, la lave jaillit comme une vasque allumée par la torche olympique. Oh, le beau symbole, cette flamme qui jaillit. Ah ben les images sont c'est magnifique. Une beauté sublime. Ouais. Ça me donne envie d'aller sur le site là, dès la fin de l'émission pour aller voir ces sujets en entier. Et ben, on les verra lors de la cérémonie, évidemment. Hein. Je rappelle que ça se passe le 14 décembre à partir de 20h sur votre chaîne, sur Sport en France. Allez, le quatrième, figurez-vous qu'il n'est pas de France Télévisions. Seul contre tous, Yannick Debever de Monaco Info. Il nous propose un reportage qui s'intitule « La flamme de la paix ». Yannick Debever et son équipe ont suivi l'association Peace and Sport pendant 1 an lors d'émissions de cette association Peace and Sport à travers le monde. Yannick Debever, La flamme de la paix, extrait. Sport has the power to change the world. Sport can create hope where once there was only despair. Je me suis dit, mais pourquoi on ne créerait pas une organisation qui utiliserait la neutralité du sport pour venir percuter des problèmes auxquels les gouvernants font face? C'est le sport au service de la réconciliation et de la paix. Because we all believe that sports and peace can go hand in hand. And today is the time, this is when we are living in such a tough time, we have to find every possible means and every possible way to advance peace, because the conventional diplomacy is not working, unfortunately. Et oui, je fais partie des gens qui pensent que le sport peut sauver le monde, et c'est bien un exemple. Alors, on parlait de transmission, on va quand même souligner que Yannick Debever de Monaco Info a commencé sa carrière ici même, à Sport en France. Voilà. Arnaud, vous, c'était à France Télévisions il y a quelques années. Ça me rajeunit. C'est vous qui m'avez embauché, Patrick. Donc, oui. Je suis et je vous disais tout à l'heure que je me demandais si c'était la meilleure chose que j'avais faite. Mais si, en tout cas pour moi, oui, de mon côté, c'est sûr. Et avec tous ces prix que vous avez remportés. Voilà. Alors, Sport Planète, ça c'est une des catégories, mais il y en a beaucoup de catégories. Donc je vais vous demander, moi je les ai sous les yeux, de me donner toutes les catégories. Si vous y arrivez, je vais vous aider. Il y a une catégorie radio. Ouais. Évidemment, puisque c'est le palmarès de la presse audiovisuelle. Donc la radio, une catégorie pour les reportages qui sont diffusés dans des journaux télévisés. Dans le JT, très bien. Une catégorie, et comme vous l'avez bien compris dans la première partie, qui est réservée aux handisports et aux paralympiques. Très bien. Une catégorie pour les sujets magazines, qui sont souvent très longs. Pas sur Stade 2. Sur Stade 2, ça varie entre 7 et 8 minutes, mais sur la chaîne L'Équipe, sur d'autres médias, des fois c'est des primes et ça dure 1h30. Quoi, hein. Et puis, on a 2 catégories pour suivre l'évolution de notre presse. On a créé il y a quelques années la catégorie digitale parce que les plateformes prennent de plus en plus d'importance dans le paysage audiovisuel. Et puis, grâce à notre partenaire que nous apprécions beaucoup, cette catégorie Sport Planète. Et moi, j'en suis ravi parce que vous avez vu quelques images. Ce sont des images tout à fait exceptionnelles. Et en plus de ça, alors, je profite parce que on a fait toujours avec la complicité de la Maïf, qui a pris l'initiative de créer un prix Ulule. Je rebondis parce que c'est vous qui m'avez fait penser tout à l'heure au Tour de France, qu'il y avait des gens qui nettoyaient les étapes. Et le prix Ulule, on a reçu le vainqueur de l'an dernier au Micro d'Or, qui lui a fait Paris-Marseille en nettoyant la Nationale 7. Et là, cette année,
Alors c'est un prix, le président va le dire mieux que moi, mais c'est un prix où les projets sont d'abord choisis par les salariés de la Maïf. Vous me contredisez hein, si je dis les bêtises. Il dit rarement des bêtises. Mais c'est très bien de voir que les autres se sont emparés de ces sujets-là. Et les autres, pardon, c'est vous. Merci beaucoup parce que vous en parlez largement aussi bien que moi. Donc je vous laisse faire. Et après, c'est le public au final qui salue le meilleur projet. Et le lauréat est invité naturellement depuis quelques années au Micro d'Or. Yves Pellissier, vous n'êtes pas membre du jury, hein, ce sont les sportifs notamment, donc vous avez le droit de donner votre avis sur les 4 sujets qu'on vient de voir là. Lequel va vous toucher le plus ? Oui, alors je peux dépasser cette dimension de neutralité. D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à chaque fois, au-delà de l'exploit, effectivement, c'est à chaque fois une démarche globale. Donc c'est ça qui est remarquable, et on l'a entendu. Moi, j'ai un petit faible, parce que d'abord les images sont superbes, vous le verrez sur tout le long du film, et parce que la dimension impact est forte aussi, en termes d'image aussi rendues, mais se baigner tout nu, et c'est pas qu'une baignade, hein, c'est vraiment un exploit sportif sous la glace, je trouve ça assez remarquable, donc j'ai un petit faible. Ça nous ramène à la chanson de Philippe Catherine, autant décriée dans le... Mais elle est merveilleuse, vous avez écouté les paroles de cette chanson, c'est une chanson de paix, c'est une chanson magnifique, alors qui a été présentée dans des conditions qui ont fait polémique, mais c'est vrai que quand on est tout nu, on peut pas cacher son pistolet, donc c'est pour la paix, c'est toujours assez intéressant. Bref, c'est une autre démarche, mais qui se ressemble quand même finalement assez bien. Non, puis c'est une catégorie qui nous permet de porter un éclairage. À partir du moment où on fait, où on consacre des reportages à cette catégorie-là, c'est un coup de projecteur qui, à mes yeux, est nécessaire. Et franchement, moi, je ne serais jamais assez reconnaissant à la Maïf, parce que sans la Maïf, je ne l'aurais pas créée. Alors, on va dire également, vous avez très bien cité tous les prix tout à l'heure. Il y a évidemment, comme dans tous les festivals, un prix du public, hein, toujours le prix Coca-Cola, je crois. Et oui. Et puis un prix historique là. Un prix qui m'est tout à fait cher, c'est le prix Jean Mamère. Et vous noterez que ça va faire 30 ans que Jean nous a quittés, puisque c'était, je crois, le 28 août 1995. C'est ça. Et on aura une pensée pour Jean, évidemment, et pour Marie, qui perpétue la tradition journalistique de la famille à France Télévisions. Jean Mamère, qui nous manque beaucoup. 30 ans après... Un mot peut-être sur le prix du public. Oui. Il y avait 10 chaînes en compétition cette année, et des petits nouveaux, notamment Public Sénat, que vous avez connu. Eh oui. Alors moi, j'étais en face. Moi, j'étais à LCP, la chaîne parlementaire. C'est un peu la même maison, mais on se tire un peu la bourre quand même. Mais ça, c'était dans une autre vie. Alors, Arnaud de Romero, tout va bien. Arnaud Romero est avec nous. On va bien sûr s'intéresser avec vous à la catégorie digitale. Vous voyez, les journalistes qui n'ont pas 25 ans, ils sont aussi concernés par le digital. Expliquez-moi d'abord, comment ça se fait lorsqu'on est à France Télévisions, qu'on consacre du temps, de l'énergie et un reportage dans le digital? Comment c'est organisé tout ça? Aujourd'hui, le temps d'antenne est précieux sur les grandes chaînes de télévision. Il n'y a plus d'espace pour les grands formats. Et le digital permet d'avoir un meilleur espace, un plus grand espace d'exposition, de diffusion et d'expression. On peut y mettre des petits formats courts qu'on balance sur les réseaux sociaux et puis des longs formats qui permettent de développer des histoires. Et donc c'est vraiment un terreau magnifique pour quand on est journaliste. Et donc France Télévisions, comme d'autres chaînes, développent énormément de leurs plateformes et ils ont besoin de contenu pour ces plateformes. Et donc aujourd'hui, c'est un terrain d'expression où on peut faire des longs formats. On va noter le partenariat d'ailleurs entre cette chaîne, qui est une chaîne de télévision classique, et justement la plateforme de France Télévisions, puisque la plateforme de France Télévisions a accès à tous les contenus générés par Sport en France. C'est un partenariat qui fonctionne très bien. La plateforme, elle est dirigée par quelqu'un que vous connaissez bien, Nicolas Vinois. Et en plus, oui, encore un que j'ai embauché. Exactement. Et il en a formé. Alors, je fais vraiment le vieux tonton. Hein. Ouais. Donc, alors, on s'intéresse à un sujet, un 52 minutes, donc, dans la catégorie digitale, que vous avez intitulé « Toujours debout ». Alors, c'est un sujet, j'allais dire, c'est un sujet qui a du talent déjà. Je sais que vous en avez, donc le résultat est très beau. C'est Alain Vastine, donc le papa
d'Alexis. Alexis, on le connaissait avec ses injustices terribles, et je me souviens de vous aux commentaires, aux Jeux Olympiques notamment, de cette injustice qui a été volée, on peut le dire. Ah oui, J'aime pas employer ce terme dans le sport, mais Alexis Vastine a été volé aux Jeux Olympiques. Ça a fait des traumatismes très très durs. Et puis, un destin d'un tragique incroyable, puisque ce papa, Alain, a son fils Alexis, qui disparaît tragiquement, mais 2 mois plus tôt, il avait perdu sa fille d'un accident de voiture. Donc vous perdez 2 enfants, vous en avez 5, vous perdez 2 enfants en 2 mois, tragique accident d'hélicoptère, accident de voiture. Comment s'en remettre? Comment s'en remettre? Eh bien, c'est un peu ce que vous expliquez. J'aime pas trop les termes qui sont employés dans ces cas-là. C'est des grands mots. Moi, je préfère l'humain classique. Vous baignez dans le milieu de la boxe depuis des années. Vous connaissez la famille Vastine. Comment vous arrivez à convaincre le papa finalement que vous participiez à sa renaissance et au goût de la vie qui revient? C'est le temps qui fait son œuvre et qui amène Alain Vastine, que je connais depuis très longtemps. J'ai suivi la carrière, moi, pour Stade 2 d'Alexis, de 16 ans jusqu'à malheureusement à l'accident dramatique qui lui a coûté la vie. Et je m'étais toujours dit comment, moi, mon petit niveau, je peux faire pour accompagner ce père de famille que j'ai connu, moi, au sommet de sa gloire et de sa forme. Un homme dur, rustre, un gars, c'est la Normandie ouvrière, un homme fort, vraiment. Et j'ai vu un homme brisé. Là, j'ai vu vraiment ce que c'était un homme brisé. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à un homme que de perdre un enfant? Et là, il en a perdu 2. Donc comment je pouvais faire? Le seul truc que je pouvais faire, c'était essayer de le raconter. Le raconter lui, Alain Vastine. C'est lui qui était vraiment très intéressant. Comment on se relève de ça, comme vous le soulignez, Patrick? Et donc, en fait, je lui ai proposé, il y a 5-6 ans, écoute Alain, parce qu'il y a toujours beaucoup de pudeur sur ce genre de sujet, pour ne pas faire sauter sur lui, tiens, on peut faire un beau sujet. Alain, quand tu seras prêt, je pense qu'il est intéressant d'expliquer, ou c'est de raconter aux gens comment toi, tu as vécu et comment tu te relèves de ça. Il m'a dit oui, on le fera un jour. C'est une manière de rendre hommage aussi à Alexis. Ah, bien sûr, c'était 100% rendre hommage à Alexis, mais rendre hommage aussi à lui. Alexis, le fil conducteur de l'histoire, de l'itinéraire d'Alain Vastine. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, il y a 2 ans, je le croise sur un événement de boxe, il vient, et puis il me dit, tu sais Arnaud, maintenant j'arrive, j'ai un peu de recul, j'arrive, et puis je veux parler à quelqu'un en qui j'ai confiance, donc comme on se connaît depuis longtemps, il m'a dit, écoute, ce serait bien que ce soit toi. Donc après, il a fallu faire toute la démarche pour essayer de vendre, entre guillemets, le reportage. Et là, ma grande surprise, pardon. Non, pardon, c'est moi qui vous coupe. J'allais vous demander justement comment on réunit des moyens pour le digital, qui est un peu le parent pauvre par rapport à une chaîne de télévision classique. Comment vous avez réussi à monter ce truc pour même aller en Argentine avec le papa, revenir sur le lieu de l'accident d'Alexis? Alors, c'est tout le paradoxe du digital. C'est qu'on a de plus en plus d'espace et de moins en moins de moyens. Et donc, on fait avec les moyens du bord. Moi, clairement, en plus, là, avant d'avoir l'autorisation, il faut convaincre les sociétés de production de financer une partie, convaincre les diffuseurs. Or, à ma grande surprise, à ma grande déception, le sujet Alain Vastine n'intéressait personne. J'ai fait le tour de toutes les chaînes de télévision. Oui, mais bon, c'est vieux, on n'est plus dans l'émotion, le temps de l'émotion, il est passé. Et ce qui intéressait plus les gens, c'était davantage où en est l'enquête. Le judiciaire, ça les intéressait, moins l'humain. Bon, faute de moyens, on s'est dit, allez, on y va. Et donc, sans moyens, mon équipe de tournage, elle est là. J'ai tourné avec ça. Non. Voilà, 60% du tournage a été fait avec un iPhone. Tout ce qui était à l'étranger, à Cuba, en plus c'est pratique parce qu'à Cuba, il faut des autorisations de tournage. Il faut monter un gros dossier, avoir une autorisation du ministère de la Communication locale, voilà. Bon, là, avec le téléphone, on passe partout. C'est beaucoup plus souple. Vous avez 2 agents de la police cubaine qui vous attendent à la sortie. Ouais, ça va, c'est du positif, donc du coup, il n'y aura pas de sujet. Et c'est pas polémique ni politique. Donc on a réussi à financer, on s'est financé, d'abord on s'est autofinancé, on s'est payé le voyage. Voilà. Vous avez été obligé de payer votre voyage? Bien sûr, au départ, la démarche originelle c'était ça. Voilà. Que quelqu'un le veuille, l'achète ou pas ce reportage, ce documentaire, on va le faire. Et au pire des cas, on le diffusera sur YouTube, sur les réseaux sociaux, du monde de la boxe, du monde du sport. Non, Sport en France, vous l'aurez diffusé bien sûr, immédiatement. Ouais. Et donc, on voulait le faire à tout prix. Donc, on a commencé comme ça. Après, on a montré les premières images à des boîtes de production. Et là, ça les a convaincus. Et là, France Télévisions a dit OK, on y va. Et là, on nous a donné les moyens de terminer le reportage. Voilà. Mais ça a été. Belle histoire. Ça a été c'est du fait maison. C'est de l'artisanat. C'est du bricolage. Et aujourd'hui, la technologie permet de faire de belles choses avec des tout petits moyens. Quoi, voilà. Ça suffit pas. Et nous qui venons de la télé classique,
C'est vrai que Patrick et Jean-Marc, c'est très surprenant. Moi aussi, j'étais le premier à me dire, mais on va pas faire du tournage avec ça. Nous, on avait des grosses équipes, on avait 2 caméras, preneurs de son. Malheureusement, ce temps-là est révolu, sauf sur des très grosses prods. Là, on a vu Inoxtag, c'est des moyens de cinéma qu'ils ont tourné leur documentaire, c'est une super production, voilà. Aujourd'hui, on peut se débrouiller, en faire des choses sympathiques. Alors Arnaud, je ne sais pas comment vous en êtes sorti, mais moi qui ai vécu ce changement en 2000, quand je suis passé dans les nouveaux médias, la grosse difficulté, je pense, c'est le son. Parce que l'image avec un téléphone, vous avez toujours une belle image. Et maintenant, vous avez des téléphones qui vous sortent des images exceptionnelles. Nous, on avait des grosses bécanes comme ça, on sort à peu près la même chose. Mais le son, vous avez travaillé avec des micros HF quand même avec... Même pas de micro HF. Alors oui, à partir du moment où on a eu les moyens, on avait un micro HF avec un vrai cadreur, mais tout ce qui était la partie Cuba et Argentine, c'était tourné au téléphone portable. Ben, j'avais le petit micro cravate, voilà. Donc en fait, des sons d'ambiance. C'était moyen. Je suis content de montrer aux téléspectateurs, c'est un peu l'envers du décor. Exactement, voilà. Les gens s'imaginent qu'on part... moi, j'ai fait un jour un reportage au début de ma carrière sur Freddy Martin. Je suis parti en Belgique pour faire un 26 minutes. Je suis resté 10 jours, on était 6. Voilà, un assistant son, un assistant pour... C'était ahurissant, les moyens dont on disposait, pour faire des belles choses, parce qu'on pouvait travailler l'image avec Bernard Berlier à l'époque, en film, on faisait des choses exceptionnelles. Mais ce temps est révolu, il faut passer à autre chose. Et vraiment, bravo d'être allé jusque-là. Donc avec un petit micro-cravate qu'on installe dans des moments clés, pour avoir du bon son bien propre. Un micro-cravate, ça s'achète 29 € sur Amazon, c'est nickel. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de médiatiser, tellement de moyens d'exposer des choses qu'en fait, ça s'est démocratisé et tout le monde peut devenir caméraman. Pardon, j'ai trop envie de voir un extrait, justement, de ce travail artisanal. C'est beau l'artisanat, regardez. 9 ans après le drame, le sujet est encore très sensible. Les habitants du village restent bouleversés par la tragédie. J'ai un peu de mal. J'ai de l'émotion parce que je me dis que c'est là qu'ils sont partis tous. Les 9, les 10 plutôt. Mais je remercie les gens du village parce que regarde l'état que c'est. Regarde, franchement. Ils pourraient s'en foutre, c'est pas de leur famille et rien. Mais regarde, ils s'occupent de la tombe comme si c'était leurs proches. Quand je vois ça, ça me donne des forces pour continuer parce que je me dis, c'est dingue. Je suis content, je voulais te remercier, malgré que je parle pas un mot d'espagnol. Je te remercie. Je suis un peu ému parce que je me dis merci d'entretenir la tombe comme tu fais, parce que franchement, je ne croyais pas la revoir comme ça, mais elle est belle. Merci à toi. Merci à vous Arnaud pour ce très joli travail. Alors pour être fair play, on va donner les 2 autres sujets en compétition avec des collègues à vous, d'ailleurs de France Télévisions, décidément. Alors là, ils trustent. Hugo Lozi, qui a suivi Janine, 80 ans, fan inconditionnelle de Rafael Nadal, qu'elle a pu rencontrer lors du dernier Roland-Garros. Un extrait de 25 secondes. Je suis venue exprès pour vous aujourd'hui, pour vous voir. Est-ce que je peux vous donner? Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Oh là là, en plus de sa voix et tout. Oh, il est trop beau. J'ai de la chance aujourd'hui. Ouais. Ma passion. Encore pour le digital, Axel Bernet qui nous emmène en immersion avec le groupe des supporters du Stade Toulousain. Le 8, c'est le nom de ce groupe. Le Stade Toulousain, c'est l'histoire de famille. Ça a dépassé la passion, c'est un mode de vie. Le 8, c'est le club des supporters, c'est le club principal.
celui qui nous a accueillis déjà. Une famille, ça devient une famille. Voilà, et aujourd'hui c'est une famille. C'est une famille. C'est à peu près 500 personnes. On est le premier club qu'il y a eu au Stade Toulousain. À côté de la 6e étoile, voire avec la 6e étoile. Voilà, on a dit à peu près tout hein, sur cette cérémonie programmée, j'ai dit 4 fois, je vais le redire, c'est le 14 décembre à 20h, vous regardez, à 20h30, vous regarderez ainsi. 20h. 20h, alors attendez, j'ai Julien Perronnet qui me dit dans l'oreille 20h30 et vous me dites 20h, attention, ça va pas du tout. C'est lui le patron. Bon, le vote est clos, on découvrira donc le vainqueur de la cérémonie, lors de la cérémonie des micros d'or. Vous m'avez troublé là. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. Yves Pellissier, président de la Maïf, merci. Merci. Et merci pour votre implication dans le sport. Arnaud Romera, bon vent. À mon avis, ça sent bon pour le prix là. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-Marc. Parce qu'il y a quand même quelques années, il en a eu 3, mais ça fait quand même quelques temps, ça commence à sentir le... Hein J'étais un jeune journaliste à l'époque. Exactement, il en a eu 3, mais le dernier, c'est quoi, 2008. 2008, non. Ah oui, si, 2008. Oh là là, je vois déjà le titre dans la presse. Romera, 16 ans après. Ah, c'est beau ça. Je vous souhaite un très bon festival, une très belle cérémonie, parce que vraiment, il y a des très très belles choses. Merci, passez une belle journée. Et on aura pas mal de surprises. Julien Perronnet, je viens de le citer, Nicolas Baillet, notre réalisateur, Paul Lebray au son, Vincent Devasme à la vision et Elisa Provin au maquillage. Voilà, c'est une équipe aussi la télévision, hein, Arnaud, on le sait bien. Merci à tous, à très vite.